Bienvenue Catherine sur le podcast. Comment Ah, ça va merci aujourd'hui? Vicky. Très contente d'être là. Ah, moi aussi, je suis vraiment contente de te recevoir aujourd'hui parce que je crois que ça va être un épisode qui va énormément servir à beaucoup d'entrepreneurs. C'est tellement important d'être capable de s'aligner, d'être capable de normaliser, d'être capable d'utiliser une bonne stratégie aussi, peu importe dans le domaine est-ce que tu es. Donc là, j'aimerais qu'on prenne le temps, en fait, de te présenter qui est Catherine Robillard. Mhm. Qu'est-ce que le backstage de l'entrepreneuriat? C'est quoi un bras droit stratégique aussi? Et Mhm. surtout, ben, comment est-ce que tu t'es rendu à dire, hey, moi j'ai envie d'être le bras droit stratégique des entrepreneurs? Oui, mon Dieu, on peut passer l'épisode complet du podcast juste là-dessus. C'est tout un Ouais, périple, mais je pense que chaque entrepreneur a un parcours aussi bien singulier. ouais. C'est ce qui fait la richesse, puis ce qui est intéressant auprès des entrepreneurs. Donc, la meilleure façon de me décrire, je pense que c'est en disant que je suis une passionnée d'entrepreneuriat et des entrepreneurs, justement. Le Mhm. parcours entrepreneurial m'intéresse grandement au point où est-ce que je me suis mis à l'étudier et à chercher à voir, comprendre comment que les entrepreneurs fonctionnent, comment est-ce qu'on peut les aider aussi dans leur parcours. Ouais. Donc, il y a quelques années, j'ai eu un pignon sur rue, un commerce, une équipe, etc. J'ai fait une expérience, on va dire ça comme ça, de faillite commerciale et qui m'a amené graduellement pas graduellement, en fait, assez subitement à offrir mes services suite à cette expérience-là à un entrepreneur qui, lui, m'a fait voir la valeur que j'avais avec ma passion entrepreneuriale. Et j'ai, depuis bientôt 7 ans, arboré la posture de bras droit stratégique, donc être aux côtés des entrepreneurs pour développer la stratégie de développement d'entreprise et éventuellement, je finis avec ça, dans mon parcours, j'ai vu l'importance que qu'il y a dans un parcours entrepreneurial d'être bien accompagné. Et c'est là qu'est venue s'installer la notion de backstage dont on va parler, entre autres. Euh, donc, c'est ça. Fait que, comme n'importe quel entrepreneur, j'ai eu une expérience qui s'est transformée en une seconde, qui s'est transformée en une troisième et probablement qu'il y en a une quatrième à venir. Donc, le fil conducteur, ben, c'est ma passion d'accompagner les entrepreneurs à concrétiser leurs ambitions. Hmm. C'est magnifique. Puis j'ai envie de savoir, quand on parle d'un entrepreneur, là, c'est quoi être un entrepreneur pour toi? Qu'est-ce qui fait en sorte que... Je veux savoir ta définition à toi d'un entrepreneur parce que t'en accompagnes, tu l'as expérimenté, tu le sais c'est quoi, Ouais. tu l'es, tu sais, tout ton cheminement. Un entrepreneur, pour moi, c'est un acteur de changement de la société. Rien de moins. Là, sincèrement, là, ça a l'air d'une belle phrase toute faite, mais c'est vraiment ça pour moi parce que c'est un humain comme les autres. Ouais. C'est pas un super-héros, là. C'est vraiment un humain, c'est un voisin, un cousin, une mère, un père, qui choisit de se lever tous les matins avec une mission dans le ventre, dans le cœur, qui choisit de traverser énormément d'embûches, d'obstacles, d'être à contre-courant quotidiennement pour amener son entreprise à offrir des services différents, des fois, de ce qui se fait dans la norme, malgré tout le jugement et la non-compréhension des gens autour d'eux. Donc, pour moi, un entrepreneur, c'est vraiment un acteur de changement, quelqu'un qui arrive avec une mission, une vision, un produit, un service, qui veut faire les choses à sa façon pour amener quelque chose de mieux, de différent, d'innovant, qui veut contribuer à la vie de son client. Il y en a beaucoup qui veulent contribuer aussi à l'évolution de la société et c'est là, moi, que je vibre énormément. Ouais. Hmm. Et tu dirais, est-ce qu'il y a quelque chose dans la société qui est mal compris au niveau des entrepreneurs? TOUT. Oui, moi, Ah, je sais que c'est très orienté, tu sais, avec... oh, mon Dieu, malheureusement, là, encore de nos jours, j'entends des choses Ouais. épouvantables. Tu sais, il y a encore, c'est pas tout le monde, évidemment, mais il y a encore une notion de marginalité. C'est comme si les entrepreneurs, on était des opportunistes, des marginales. On profite du système, on Ouais. contourne le système, on fait pas les affaires comme on devrait les faire. On n'arrive pas à rentrer dans le moule de la société, mais ça, c'est tellement, comment je pourrais dire ça, perçu négativement, alors que mon Dieu, on devait tellement justement être reconnu pour ça. Allô, bravo, de justement vouloir faire évoluer le système, de vouloir contribuer différemment. Mais malheureusement, c'est pas encore la norme. Donc, c'est ça, moi aussi, mon cheval de bataille, c'est vraiment de mettre en lumière, en valeur, à quel point c'est extraordinaire l'entrepreneuriat et qu'on n'est pas assez vu, reconnu, soutenu, aidé, outillé, etc. Mhm. 100% parce que, tu sais, comme quand on commence en tant que travailleur autonome ou solopreneur, malgré le fait que tu as une grande vision d'impact ou de contribution, il n'y a pas de salaire qui rentre.
Tu sais, c'est difficile d'avoir accès à des programmes d'aide, du financement, des subventions, même de l'accompagnement dans un démarrage d'entreprise. Il y en a, mais c'est dur d'aller plus loin, tu sais. Puis ça, pour toi, est-ce que tu trouves que c'est normal, que ça a besoin d'être amélioré? Comment tu te positionnes par rapport à ça? Ah oui, ben effectivement, c'est un grand sujet aussi. Je pense qu'il y a eu énormément d'initiatives qui ont été mises en place par le gouvernement et dernièrement, il y a énormément d'initiatives qui ont été tués par le gouvernement aussi. Donc, on se trouve dans une drôle de situation présentement au Québec parce que Réseau Mentorat, Programme Persévérance, Alias Entrepreneur, Ose Entreprendre, et là, c'est juste rapidement, là. Mais ce que je viens de nommer, c'est des gros acteurs du soutien entrepreneurial au Québec et ils se sont tous fait couper leur subvention du jour au lendemain à 2 semaines d'avis. Donc, tous ceux qui avaient des projets en cours, des projets à venir, des groupes, des cohortes, de l'accompagnement, du support, du soutien pour les entrepreneurs, se sont fait couper l'herbe en dessous du pied. Et c'est énormément d'entrepreneurs qui doivent se revirer de bord pour aller chercher de l'aide dont ils ont besoin, dont certains nouveaux entrepreneurs qui voulaient suivre les cours de lancement d'entreprise. Ça aussi, ça a été coupé par le gouvernement. Donc, ces entrepreneurs-là n'ont pas tous les moyens d'aller se payer une formation de lancement d'entreprise dans le privé. Donc, on parle de quelque chose qui coûtait entre 100 et 300 dollars, subventionné par le gouvernement, qui maintenant doit coûter 3 000 dollars au minimum, des fois 5 000 et des fois plus. Donc, évidemment, ça va être, c'est inquiétant. Je dirais ça plutôt que c'est inquiétant, voir comment ça va impacter dans le temps. Et ça va prendre combien de temps avant que certains élus gouvernementaux prennent des décisions pour redonner du support et du soutien à la communauté entrepreneuriale. Mhm. Ouais, puis en même temps, c'est comme tu l'as vraiment si bien dit tantôt, c'est que c'est des acteurs de changement. Oui. Ces idées-là, l'impact, la contribution, le désir d'entreprendre un projet qui va aider énormément de gens ou qui va contribuer en fait à faciliter la vie d'autres personnes, permettre d'expérimenter quelque chose dans leur quotidien, c'est important. Hmm. Comment est-ce qu'on trouve la bonne stratégie? OK, exemple, quand il va en démarrage d'entreprise, Mm-hmm. comment est-ce qu'on sait que c'est une bonne stratégie pour nous? On le saura jamais. Donc, J'avais tellement envie que tu répondes ça. Je t'entendais dans ma tête, là. on le saura jamais. Évidemment, en démarrage d'entreprise, c'est une zone d'expérimentation Mhm. immense qui demande énormément de choses à l'humain en arrière de l'entreprise. Ça, j'imagine qu'on va en reparler dans un instant. Mais Ouais. en termes de stratégie d'affaires, il n'y a jamais de garantie. Il n'y a aucune stratégie d'affaires qui a fonctionné pour un qui va assurément fonctionner pour un autre. On peut s'en inspirer, mais il y aura toujours des besoins d'adaptation. Parce que l'entreprise, en fait, n'ira jamais aussi loin que l'entrepreneur est prêt à aller. Donc, on est vraiment directement dans l'humain. La stratégie d'affaires doit être adaptée à l'entrepreneur qui doit être adaptée à l'humain. Donc, je sais, c'est pour ça qu'on connecte, entre autres, sur ce sujet-là. Donc, la meilleure stratégie, en fait, si, mettons, on veut quand même répondre à ta question, là, parce qu'il y a quand même une réponse à donner, c'est de s'entourer de gens d'expérience qui, eux, savent qu'il n'y a pas juste une formule qui fonctionne. Donc, ces gens-là qui sont souvent des stratèges, des mentors, des conseillers, des coachs, et ça, c'est un autre sujet parce que ça mêle énormément les entrepreneurs de ne pas savoir vers qui aller, mais d'aller chercher quand même cette expertise-là auprès de gens d'expérience qui ont qui ont été sur le terrain, peut quand même donner un sacré coup de main pour venir valider le processus décisionnel. Parce qu'en fait, la meilleure stratégie d'affaires, c'est d'évoluer comme entrepreneur, à bien se connaître, à trouver ses balises et ses valeurs pour savoir bien décider, en fait. Parce que l'entrepreneuriat, c'est une série de décisions et d'adaptations. Et c'est ça, je pense que l'aide extérieure peut énormément aider à faire ce processus-là. Mhm, mhm. Si on rentre dans justement l'évolution de l'être humain en arrière, parce que c'est beau quand on part avec une idée, tu sais, avant que ce soit une entreprise, avant que ce soit un projet, ça part d'une idée. Donc, qu'est-ce que ça prend pour être capable de mener son idée à terme, selon toi? Ça prend de l'argent, Ouais. mais encore. Euh, Puis, c'est sûr que ma réponse, ça va être un peu biaisée, parce que j'ai envie de te répondre que
je veux te parler du backstage de l'entrepreneuriat à ce moment-ci parce que quand je dis ça va prendre de l'argent et un plan d'affaires pour s'assurer que notre idée prenne place dans le marché entrepreneurial, pour moi, ça, c'est ce qu'on a besoin sur la scène entrepreneuriale. C'est ce qui est connu. Donc, pour rester sur la scène entrepreneuriale, ben, ça prend de l'argent, ça prend un fonds de roulement, ça prend des connexions, ça prend un bon plan d'affaires. Bon, parfait. Mais maintenant, ça prend autre chose. Ça prend énormément de choses dans les coulisses, donc derrière le rideau de la scène entrepreneuriale, dans le backstage. Ça prend énormément de courage, ça prend de l'audace, ça prend du focus, ça prend de la motivation, ça prend de la clarté, ça prend du sens, ça prend de l'accomplissement, ça prend énormément, là, ce que je viens de dire, c'est différents volets de ce que j'appelle le backstage de l'entrepreneuriat. C'est beaucoup, beaucoup de réflexion, d'introspection et de travail personnel que l'entrepreneur doit entamer. Et je dis vraiment le mot doit entamer s'il Ouais, veut perdurer sur la scène entrepreneuriale. ouais, parce qu'il y a des histoires d'horreur où est-ce que l'entreprise a cheminé plus rapidement que l'entrepreneur, point final. Il y en a énormément. Et l'inverse aussi, il y en a énormément. C'est que l'entreprise stagne parce que l'entrepreneur n'arrive pas à trouver les bons moyens de cheminer lui-même. Et donc, l'entreprise est stagnée, freinée par manque d'audace, par manque de processus décisionnel, par manque ben, bref, on peut s'en aller dans plein de directions, mais effectivement, c'est vraiment un travail conjoint. Donc, toi, je sais que tu travailles beaucoup à développer l'humain pour développer l'entreprise. Moi, je travaille à développer l'entrepreneur pour développer l'entreprise, mais que tout ça soit aligné aussi avec l'humain. Donc, il y a simplement une petite facette de plus, une petite tranche dans le milieu là, sur lequel j'appuie puis que je mets beaucoup de lumière. Tu sais, un entrepreneur, c'est un humain qui a besoin de cheminer pour pouvoir amener sa mission à bien. Et ça, je pense que dans le monde des affaires, c'est pas assez mis en lumière, cet aspect-là. Hmm. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis que c'est pas mis assez en lumière? Comment est-ce qu'on fait pour savoir qu'on a développé notre humain, par exemple, mais qu'on n'a pas nécessairement développé suffisamment notre, j'ai envie de dire, notre côté entrepreneurial ou notre version de nous entrepreneurs? Quand est-ce qu'on voit que là, c'est une des raisons pour laquelle est-ce que peut-être l'entreprise stagne? Absolument. Ben, c'est un des premiers symptômes, en fait. C'est qu'à un moment donné, on voit que l'entreprise va stagner. Hein. Une entreprise qui stagne, c'est simplement une entreprise qui fonctionne et qui fonctionne ou pas, et qui reste au même point. Fait qu'à partir du moment que l'entreprise n'avance plus, ben c'est sûr qu'elle est à risque parce qu'elle se fait devancer, parce que le marché, les clients, la société, ça évolue à vitesse grand V et ça va pas en ralentissant, là, bien sûr. Donc, c'est sûr que ça, c'est un signal. À partir du moment que l'entreprise n'a pas réussi à se réinventer ou s'adapter pour la suite et reste au même niveau, ça, c'est sûr que c'est un signal d'alarme. Puis pour l'entrepreneur, souvent, comment ça va résonner, c'est « Oh, OK, j'ai moins de fonds de roulement, j'ai moins de clientèle, j'ai moins de profitabilité. » Ça, c'est les premiers signaux, mais l'entrepreneur, par la suite, va se sentir avec un immense poids sur les épaules, plus qu'à l'habitude, parce qu'il y en a déjà un, on va se le dire, même quand ça va bien. Mais va se ramasser avec un immense poids sur les épaules, une vision floue pour la suite, va commencer des fois à moins croire en son potentiel de mettre des projets en place. Des fois, va devoir remercier certains employés, remercier certaines relations de sous-traitance ou partenariat, et ça va venir miner des fois la confiance, l'estime, et là, il y a une espèce de spirale négative, descendante qui se met en place. Alors, tout ça, c'est des signaux là, qu'il faut vraiment venir prendre soin de l'humain en arrière. Donc, de venir se re-questionner, se repositionner soi-même pour pouvoir remettre les bonnes décisions et les bons projets en cours de route pour la suite du parcours entrepreneurial. Tu rentres, tu sais, on est vraiment là dans le backstage, dans les coulisses de tout ce qui se passe dans l'entrepreneuriat qu'en fait, on ne voit pas en façade. Donc, tout le beau, toutes les belles réussites, puis ça donne l'air facile, puis c'est beau ce que tu as fait. Là, il y a le behind the scene de tout ça. Tu vas comme, ouais, mais il y a peut-être des décisions que j'ai pas prises, que j'aurais dû prendre. Il y a des moments où est-ce que j'aurais dû trancher, que j'ai pas tranché. Il y a des limites que j'ai pas mises, mais que là, je sais qu'il faut que je les mette. Avec ton accompagnement, comment est-ce que tu accompagnes ces gens-là qui vivent ça? On en parlait un peu juste avant, tu sais, le fait, comment est-ce qu'on normalise ça puis qu'on enlève un peu, j'ai envie de dire, le poids ou la pression
sur les épaules de ces entrepreneurs-là? Pourquoi c'est important de le faire? J'ai plein de Ouais. questions. Oui, ben là, je pourrais m'en aller dans plein de directions avec ce que tu Vas-y. viens de me dire là, mais j'ai envie de parler de la notion d'un entrepreneur souverain. Pour moi, un entrepreneur souverain, c'est un entrepreneur qui cesse de compter sur qu'est-ce que mon voisin fait, qu'est-ce que mon compétiteur fait, qu'est-ce que la tendance du marché me dit de faire. Un entrepreneur souverain, c'est quelqu'un qui arrête d'overloader son agenda, qui réussit à savoir exactement où il est, où est-ce qu'il s'en va, qu'est-ce qu'il choisit, à quoi il dit oui, à quoi il dit non, de quoi il a besoin. Et là, tout ce que je viens de dire là, ça ressemble d'une facilité banale là, pour quelqu'un de l'extérieur, mais quand on est entrepreneur, ce que je viens de mentionner là, c'est le nerf de la guerre. C'est ce qui va faire en sorte que tu vas pouvoir perdurer en affaires ou pas. Et c'est ça, en fait, bras droit stratégique, puis l'accompagnement que je peux apporter à faire et ce que je veux apporter avec la notion de backstage d'entrepreneuriat, c'est de venir prendre soin et prendre le temps de développer le côté souverain de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que c'est possible d'être campé, ancré au bon endroit, avec une vision juste de ce que l'on veut apporter et de se faire un plan en conséquence, avec un horaire et un emploi du temps qui fait du sens pour nous aussi. Tout ça, c'est possible. Et ça demande un travail que c'est pas tous les entrepreneurs qui vont prioriser. Puis on comprend, mais là, ça devient un serpent qui mord la queue. Trop occupé pour prendre le temps de prendre du recul, trop occupé pour prendre le temps de faire les bonnes décisions, trop occupé pour prendre mon courage à deux mains et passer à une prochaine étape. Et c'est ça qui crée le plus gros du fléau de la pression entrepreneuriale, selon moi. Oui, je suis d'accord. Puis selon toi, ça vient de où, cette pression-là, puis ce fléau-là? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'au Québec, je vais généraliser, mais il y a cette tendance-là que les entrepreneurs doivent être débordés. Puis je mets vraiment l'accent sur ça parce que tout dépendant de l'entreprise que tu as, c'est ouvert 24/7, 365 jours par année. Ça flotte constamment au-dessus de toi. Tu sais, un appel, un coup de fil, un problème, un ci, un ça. Ça fait partie aussi des risques associés à l'industrie dont tu décides d'aller. Mais d'où ça vient? La peur du manque, le besoin de performance, le besoin de prouver sa valeur, l'appât du gain, la société de consommation aussi, le rythme à laquelle la société propose de pouvoir consommer, l'espèce de justement cette sensation de pouvoir consommer plus qui interpelle les gens. Puis pour moi, tout ça, c'est parce qu'on n'a juste pas encore mis assez de lumière dans le backstage. Parce que je suis une éternelle optimiste, parce que j'ai beaucoup d'espoir qu'on est capable de mieux faire. Je pense que tout ce que je viens de nommer là, c'est su, c'est connu. Maintenant, c'est pas une fatalité. Tu sais, je pense que c'est simplement, je pense qu'il va y avoir un certain retour de balancier qui n'a jamais eu lieu, là, mais qui va s'en venir sur, OK, l'essentiel, il est où? Mon projet d'affaires, est-ce qu'il est là pour m'amener à toujours me fixer des objectifs de doubler mon chiffre d'affaires, doubler mon équipe, me faire voir dans le top 5 de mon industrie? Parfait, mais une fois que je suis là, qu'est-ce que ça fait? Ça répond à quel besoin, ça crée quoi? Puis c'est là que l'entrepreneur souvent se sent vide après avoir mis énormément d'efforts dans une direction avec beaucoup de pression. J'en ai accompagné des entrepreneurs des fois à atteindre des objectifs qui étaient magistrales, puis bravo, mais ils ont eu un sentiment de vide par la suite. Parce qu'ils se disent, je peux pas croire que j'ai sacrifié tout ça, mon quotidien, ma famille, mes priorités, pour toucher à ce que je voulais vraiment, pour ressentir du vide par la suite. Tu sais. Donc, moi, ce que je dis, c'est qu'il y a moyen de... J'aspire vraiment à faire en sorte que l'entrepreneur puisse solidifier ses propres convictions, solidifier en quoi il veut impacter les gens, que ce soit les gens, la société, le monde. On n'est pas obligé de vouloir changer le monde absolument en entrepreneuriat, mais de clarifier qu'est-ce que tu amènes dans ton domaine. Pourquoi tu veux faire les choses à ta façon? Qu'est-ce que tu fais de différent? Puis même si tu es un comptable, travailleur autonome qui veut partir son entreprise, son cabinet, qui n'a pas nécessairement envie de bâtir une grosse équipe et qui veut juste bien desservir sa clientèle, mais déjà, tu as un impact. Déjà, tu as un impact parce que tu utilises ta vision,
ta personnalité pour servir une clientèle que tu as choisie. Donc, c'est une longue réponse là, parce que j'ai envie de dire beaucoup de choses, mais en gros, je pense que l'antidote, on va y aller comme ça, l'antidote à ce que tu nommes, Ouais. c'est d'avoir une ligne directrice claire, en fait. C'est de revenir à trouver l'essence de pourquoi on est en affaires, qu'est-ce qu'on a à offrir, dans quel but et en quoi ça contribue et à quelle échelle ça contribue. Quand tout ça est clarifié, c'est beaucoup plus simple de prendre les bonnes décisions, de s'entourer des bonnes personnes, de faire évoluer les choses. Et quand on ressent une pression, après ça, c'est plus facile de se ramener à l'ordre quand notre agenda déborde, de se ramener à sa ligne directrice pour refaire des choix conscients dans la ligne qu'on veut, sur laquelle on veut continuer d'évoluer. Ouais. Oui, oui, parce qu'au-delà de l'impact et de la vision que l'entreprise ou l'entrepreneur a dans son domaine, dans son industrie, il y a aussi le fait que, tu en as parlé tantôt, mais il y a de l'équilibre de vie, il y a la gestion de temps aussi, il y a, tantôt tu as nommé le fait d'accomplir un objectif qui est magistral et d'avoir la sensation de vide en arrière et d'avoir sacrifié quelque chose. Donc, est-ce que le jeu en valait la chandelle? C'est ça l'expression? Je pense que c'est ça l'expression. Est-ce que le jeu en valait la chandelle? Oui, mais c'est ça. Plus je le nomme, plus ça... c'est moins beau. Mais On ne bref. sait pas c'est quel jeu, on ne sait pas à quoi ça sert la chandelle, c'est pas clair, mais c'est l'expression qu'il fallait dire. Oui, c'est ça. J'ai envie de dire, ça valait-tu la peine de brûler la chandelle par les deux bouts, tu sais? Oui, voilà. Donc, C'est un autre chandelle, mais oui. oui. Mais effectivement, c'est ça, parce que c'est la notion de sacrifice en affaires, c'est comme si c'est sous-entendu. Mm-hmm. Mais qui a décidé ça? Oui. Ça vient d'où? Ça vient d'où, effectivement, tu sais, effectivement, c'est relié encore là, tu sais, peur du manque, pression de performance et compagnie, mais c'est aussi que l'entrepreneuriat, c'est difficile. L'entrepreneuriat, ça demande du temps, ça demande une vision long terme, ça demande de mettre des choses en place à une échelle de temps, un espace-temps. Et dans la société actuelle, où est-ce qu'on est beaucoup dans l'instantanéité, bien, c'est sûr que des fois, il y a des attentes de dire, bien, je vais mettre beaucoup de temps et d'efforts pour bâtir mon entreprise, puis l'année prochaine, je vais être ailleurs. Mais non, ça ne sera pas ailleurs. L'année prochaine, tu vas juste être en train de continuer à bâtir. et ça aussi, là, ça fait que là, la perception du temps, combien de temps ça prend pour être rentable en affaires, bien, c'est pas vrai que ça peut prendre 6 mois, OK? Fait que déjà là, on va mettre les choses au clair. Bâtir ta business à 10 000 $ par mois en 90 jours. Hein? C'est pas réaliste. Si tu y arrives, bravo, mais est-ce que tu peux soutenir? Ça aussi, je le remets en question. Donc ça, c'est un autre élément là, aussi qui vient perturber un peu cette pression-là ou cette impression de sacrifice-là. Mais moi, je pense que quand on sait d'emblée que ça va être un périple, quand on sait d'emblée que ça va être un parcours, que où est-ce qu'on veut s'en aller ne sera pas nécessairement l'endroit où on va se retrouver. Puis qu'on est ouvert à vivre le parcours en l'expérimentant, déjà, ça enlève une certaine pression. Oui, 100%. Est-ce qu'il y a d'autres, j'ai envie de dire, normalités qu'on a acceptées en tant que société face aux entrepreneurs qui, dans la réalité, c'est pas normal pantoute? C'est comme pas du tout. Ben, il y en a plein, il y en a plein. Mais je sais pas si c'est ce genre-là de réponse que tu voudrais, là, mais tu sais, rapidement comme ça, là, je vais y aller dans le pratico-pratique super concret, mais les balises pour avoir accès à un prêt hypothécaire quand tu es travailleur autonome, ça ne fait aucun sens. Parce que tu es jugé sur la profitabilité que tu fais et non ton chiffre d'affaires. Mais ton chiffre d'affaires va être réduit, entre autres, de tes dépenses. Exemple de logement, de voiture, etc. Alors qu'un salarié, quand pour un prêt hypothécaire, on se fie sur le salaire d'un salarié qui, lui, après ça, va payer son habitation, son auto, etc. Fait que, puis on demande aussi de prouver 2 à 3 ans de rentabilité minimale à des taux là, d'au moins 60 000 $ et plus pour que ça vaille un minimum la peine. Puis là, ben là, on ne rentrera pas dans le marché immobilier parce que c'est sûr que là, il y a un contexte particulier, mais je vais juste dire que la façon que les balises sont mises pour les travailleurs autonomes, je trouve que ça m'en décourage énormément.
Je trouve que ça n'est pas de facilité encore là, ça n'est pas de reconnaître tout le travail qu'ils font. Un travailleur autonome pour arriver à dégager un 60 000 de profitabilité de façon stable pendant au moins 2 à 3 ans, ça va prendre quelques années avant d'arriver là. 100%. Donc, ça c'est une des choses là, que je trouve que pas de bon sens. Mais en général, je crois qu'il y a une bonne partie de la population qui ne comprennent pas ce qui est requis de l'entrepreneuriat. Pourquoi l'entrepreneur a la tête dans son entreprise 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Oui, il a un travail à faire pour trouver sa souveraineté entrepreneuriale, c'est sûr. Mais ça reste quand même une normalité d'avoir sa tête entièrement dans l'entreprise parce que c'est nos règles, c'est nos balises, c'est nos décisions, ça nous représente nous en partie. Donc, ça bouge pour nous, ça bouge pour l'entreprise. Donc, c'est un continuum. Donc, est-ce qu'on peut demander à un entrepreneur de tirer la plug le vendredi à 4 heures puis de la rebrancher le lundi matin à 8 heures? Non. Non, puis il faut saluer ça, que c'est un choix que cette personne-là fait. Oui. Et que c'est louable. Oui. Ouais. Oui. C'est une autre chose qui je trouve qui n'est pas assez reconnue, effectivement, puis qui n'est pas aidant pour l'entrepreneur. Tu sais. Non, du tout. Je fais une parenthèse là-dessus parce que je pense que ça va parler beaucoup à nos auditrices. T'apportes quelque chose de vraiment intéressant en disant, ben, est-ce que c'est possible de tirer la plug le vendredi soir jusqu'au lundi matin, tu sais? Et j'apporte la notion de culpabilité en arrière de ça, le fait de dire, j'ai besoin de répondre à mes courriels, de voir qu'est-ce qui se passe, de faire un petit téléphone, de m'assurer que tout est OK, ben, le samedi matin, puis peut-être même le dimanche soir, peut-être même le samedi après-midi, tu sais. Ouais. Et de se donner le droit de le faire à la place de culpabiliser, de le faire en cachette. Faire une petite randonnée au dépanneur parce que finalement, il y a des petits messages, il y a un appel à faire, ou il y a ci, ou il y a ça. Tu sais, ça, j'en ai vu beaucoup. À la place aller prendre une douche ou un bain, là, puis que finalement... Mais oui! Mais oui! Ouais. Vraiment. Donc, d'accepter que c'est correct d'avoir ton cerveau qui spinne, d'être constamment à jour, j'ai envie de dire, ou d'être responsable face à la croissance de ton entreprise. Et je pars sur une nuance, à quel moment est-ce que ça devient, ben, limitant? Oui. Mais évidemment, tu sais, moi, je prêche pour ma paroisse. Ça, c'est une autre expression qu'il va falloir aller revoir, là, parce que ça n'a aucun bon sens. Mais tout ça pour dire que ça part du... Est-ce que c'est fait consciemment? T'sais, est-ce que c'est un choix conscient de dire... Je vais dire à tout le monde que je ne prends pas mes courriels la fin de semaine, mais je vais aller me cacher pour le faire. T'sais. Il y a quand même... Il y a un choix conscient là-dedans d'assumer aussi. Moi, je ne suis pas de celle qui va amener l'entrepreneur à absolument devoir décrocher, de faire du 9 à 5 entrepreneurial. Je crois beaucoup à l'importance d'adapter son horaire type avec la personne, avec notre rythme naturel aussi de travail. J'ai des entrepreneurs qui sont des bombes de créativité et de productivité entre 11h et minuit le soir. Puis ils se sentaient donc bien mal de ne pas être capable de travailler entre 8h et 9h le matin. Mais je me suis dit, mon Dieu, mais travaille entre 11 et minuit. Donc, il y a moyen d'adapter son horaire puis de s'allouer, de s'accorder ces périodes-là. Et là, il y a ce que l'entrepreneur va s'accorder comme droit. Le temps d'arrêt que ça va prendre aussi pour se monter un horaire qui fait du sens pour lui, de devoir aussi faire des choix, des fois de dire, bien, si ça déborde trop au-delà de ce que moi, je me suis fixé comme acceptable, bien là, j'ai des décisions à prendre en termes de délégation, en termes de choix, de communication et autres, OK? Fait que là, c'est un gros volet là, que tu m'amènes là. Fait que là, il y a la responsabilisation de l'entrepreneur à aller voir comment il utilise son temps, puis comment il veut mettre ses balises dans son horaire. Oui. Mais il y a aussi la perception des gens avec qui on partage notre vie. Donc, il y a une communication à avoir aussi avec les gens, notre garde rapprochée, que j'appelle. Tu sais. Des fois, il y a des choses sur lesquelles on n'ose pas mettre de la lumière en disant « ils ne comprendront pas ». Mais c'est sûr que si on ne leur dit pas puis qu'on ne leur exprime pas, même s'ils ne comprennent pas, exact. leur exprimer va quand même faire un bout de chemin. Oui, mais oui. Donc,
Peut-être qu'ils comprendront pas des fois que tu as effectivement besoin de sentir que tu as pris le dessus pour aller voir dans ta boîte courriel un samedi, mais au minimum de nommer je ne dois pas le faire, mais je choisis de le faire parce que j'en ai besoin. Ça m'aide à voir qu'est-ce qui s'en vient pour moi à ma semaine pour être après ça entièrement avec ma famille. Si la personne ne le comprend pas, c'est une chose, mais ça doit être communiqué. Mhm. Donc, fait que ce que je viens de dire là, tu sais, de prendre le temps de recul pour faire des choix dans ce qu'on met dans notre horaire, quand est-ce qu'on travaille, quand est-ce qu'on travaille pas, de le communiquer à son conjoint, conjointe ou parent, euh, Oui. ça va requérir un humain d'être prête à prendre des décisions importantes Mhm. et avoir des conversations difficiles. Et là, on est dans le backstage. Parce que Exact. c'est bien facile de dire, hey, toi, l'entrepreneur qui travaille la fin de semaine, revois ton horaire type. Mais c'est plus compliqué que ça, parce qu'on rentre dans l'humain, on rentre dans l'interaction sociale avec les gens qu'on aime. Mhm. Et c'est pas tout le monde qui partage leur vie avec d'autres entrepreneurs. Et parenthèse dans la parenthèse, il y a énormément de couples en affaires qui croient se comprendre parce que les deux sont entrepreneurs. Oui. Il n'y a pas un entrepreneuriat, un parcours entrepreneurial qui est pareil. Donc, c'est sûr que c'est encore là, le cycle n'est pas le même, le type d'industrie n'est pas le même, la posture dans l'entreprise n'est peut-être pas la même. Donc, il y a énormément de choses qui vont faire évoluer tout ça. La clé là-dedans, c'est un entrepreneur souverain qui a pris le temps de réfléchir comme il faut à où il met son temps, puis un entrepreneur qui ose avoir des conversations Oui. libres avec les gens qui l'entourent pour communiquer sa passion. Parce que c'est par la passion aussi que ça va passer le message. T'sais. Si on dit juste je travaille fort puis c'est difficile, fait que oui, j'ai du travail à faire la fin de semaine, versus si on parle de notre passion, en quoi on veut contribuer, à quoi ça sert toutes ces heures et toute cette énergie qu'on met quotidiennement dans nos entreprises. Il faut en parler aussi. Il Mhm. faut dire, hey, aujourd'hui, j'ai aidé une cliente, aujourd'hui, j'ai participé à, aujourd'hui, j'ai été témoin de, aujourd'hui, j'ai vendu telle chose, ça va avoir tel impact. Il faut avoir ces moments aussi-là pour que l'autre personne avec qui on partage notre vie comprenne nos motivations. T'sais. Mhm. En parlant, j'ai une question pour toi au niveau de différencier justement, ben, c'est quoi une stratège? C'est quoi un mentor? C'est quoi un coach? À quel moment est-ce qu'on a besoin de un et l'autre pour se permettre ben, de croître en tant qu'entrepreneur? Ben, oui, merci de poser la question. Tu sais, c'est quelque chose que j'ai voulu prendre soin d'élucider aussi. Tu sais, dans le backstage de l'entrepreneuriat, pour moi, c'est une facette du backstage. C'est de bien être capable de reconnaître l'introspection, les besoins en affaires, les bonnes questions à se poser, les bonnes actions à poser, mais il y a aussi le qui peut nous aider. Ça, c'est un volet immense. J'ai dans mon guide pratique, dans le livre, j'en parle des différentes facettes, puis j'ai l'outil aussi de disponible sur le backstage.ca qui fait un peu un tableau aussi pour élucider là, qui fait quoi dans ces domaines-là. Donc, je vais dire rapidement, là, juste pour donner une ligne directrice, mais le fameux coach, c'est une jungle. Hein? Le coaching, c'est une jungle. Il y en a à toutes les sauces. Si on parle d'un coaching réglementé, donc un coach qui a eu une accréditation ICF, International Coaching Federation, eux autres, ils ont mis des règles, il y a des examens à passer, il y a une certification à obtenir, il y a des règles à respecter. Il y a Un des vrai, compétences d'acquises. oui, puis un vrai coach d'affaires, par exemple, ne donne pas son opinion. Mhm. Va toujours mettre la lumière sur l'entrepreneur, va poser des questions, va faire cheminer dans les réflexions, mais ne donnera jamais son opinion. Alors qu'un stratège peut soumettre des propositions. Hey, c'est ici ça, et si on allait là, etc., etc. Ah, je suis pas certaine de ce que tu me proposes, peut-être que, etc. C'est pas la même chose qu'un coach. Déjà là, il y a une grande différence que les gens mêlent. Le coach va faire évoluer vers un objectif que l'entrepreneur a lui-même ciblé. Le stratège va se faire donner un mandat et va réfléchir, va comme co-créer une stratégie avec l'entrepreneur. Puis le mentor, ben, il n'est pas là pour donner son opinion, puis il n'est pas là pour donner des stratégies non plus. Le mentor, il est là pour écouter l'entrepreneur. On n'est pas dans les stratégies d'entreprise. On est là pour
ventiler certaines situations. Le mentor va être dans l'écoute principalement et dans le questionnement pour faire évoluer l'entrepreneur. Mais on n'est pas dans les stratégies d'entreprise et on n'est pas dans l'opinion, puis on n'est pas dans l'atteinte d'objectifs. Okay? Fait que déjà là, c'est 3 postures complètement différentes. Là-dedans, on peut rajouter les consultants, on peut rajouter énormément les conseillers. Il y a énormément de rôles différents. Et là, tout ça s'entremêle et beaucoup de gens portent les chapeaux de un et de l'autre sans nécessairement savoir la différence de un et de l'autre. Donc, je peux comprendre qu'un entrepreneur est complètement perdu quand vient le temps de lever la main et faire comme, OK, là, moi, je pense que j'ai besoin d'aide. Qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je vais? Et de qui j'ai besoin. Donc ça, c'est une facette de l'entrepreneuriat. Tantôt, on parlait de c'est quoi qui n'est pas normalisé ou qu'est-ce qui n'est pas assez su et connu. Ça, c'est une autre chose, là, effectivement, qui est un autre volet qui n'est pas là, qui nuit malheureusement aux entrepreneurs qui, je pense, auraient besoin d'être, encore une fois, mis en lumière un petit peu plus. Non? Oui, d'avoir un répertoire avec vraiment qu'est-ce que tu as besoin à ce moment-là, puis c'est qui la bonne personne pour t'aider aussi. Exact, exact. Puis, tu sais, le but pour moi, tu sais, quand je parle de bras droit stratégique, qui est une offre de service, mais qui est aussi un titre que j'arbore depuis longtemps, c'est de pouvoir mettre le chapeau que l'entrepreneur a besoin au moment dont il a besoin dans son parcours. Donc, oui, l'entrepreneur peut aller chercher un stratège, peut aller chercher un coach, peut aller chercher un mentor, un conseiller, un consultant à différents moments dans son parcours et il va faire des bouts de chemin différents avec ces différentes personnes-là. Moi, dans mon expérience avec mon pignon sur rue, j'ai été chercher ces aides-là et j'avais l'impression de gérer une petite équipe pour me gérer. Oui, j'adore cette comparaison. Exact. Donc, c'est là qu'est venue l'idée, là, suite à la fermeture de ma première entreprise, d'aller explorer un petit peu plus comment je pouvais mieux accompagner, en fait, comment je pouvais accompagner des entrepreneurs. Et pour moi, c'est là où je me suis donné ce titre-là de bras droit stratégique parce que ça me permettait de dire, des fois, je suis en posture de coach, des fois, je suis en posture de mentor, des fois, je suis en posture de stratège, des fois, je suis plus en posture de complice même. Donc, le chapeau de ce dont l'entrepreneur a besoin à ce moment-ci de son parcours entrepreneurial pour qu'il puisse continuer d'avancer, qui est la notion la plus importante pour moi en affaires, c'est qu'un entrepreneur doit savoir où il va pour pouvoir continuer d'être en mouvement. C'est super important. Oui. Et selon toi, est-ce que la vision de l'entrepreneur change à travers son parcours? Oui. Absolument, parce qu'une vision qui ne change pas va faire stagner l'entreprise. Oui. Si on s'était parlé il y a 8 ans, si on s'était parlé il y a 5 ans, si on s'était parlé il y a 3 ans, on serait dans des contextes économiques complètement différents. On ne va pas changer la vision d'un bout à l'autre en changeant complètement son fusil d'épaule. Et voilà, une autre expression. C'est nommé. Mais l'idée, c'est de venir la re-questionner, cette vision-là. De venir rechoisir les termes qui sont employés dans la vision. OK, moi, comme humain, j'ai évolué, j'ai appris des choses. Comme entrepreneur, j'ai évolué, j'ai grandi, j'ai expérimenté des choses. Est-ce que cette vision-là, de la façon que je la nomme, est-ce que c'est toujours la bonne? Est-ce que c'est les bons mots? Est-ce que l'impact est au bon niveau? Est-ce que je suis rendue à réduire mon territoire géographique que j'avais visé au début ou je suis rendue à l'agrandir parce que mes ambitions ont changé? Donc, cette vision-là doit évoluer avec le temps. Comme ça que je vois ça. J'adore. Puis selon toi, c'est quoi la plus grande résistance chez les entrepreneurs? Ce que tu as observé, là, qu'est-ce qui est un peu similaire chez majoritairement les entrepreneurs que tu accompagnes et que tu as accompagnés? Ce qui est difficile à répondre à la question, c'est qu'il n'y en a pas juste, il y en a vraiment plusieurs. Vas-y, nomme-nous les 3, 4, 5 principales que tu as observées. Oser nommer la véritable contribution à laquelle on aspire. Donne-nous un exemple. Oui, il y en a beaucoup qui vont dire rêver grand. Hein? Un entrepreneur qui dit moi, j'aimerais ça contribuer dans mon domaine au Québec, là, bon, parfait. Mais quand tu questionnes cette personne-là, OK, mais pourquoi, puis comment, puis dans le fond, on réalise que ce qu'elle souhaite vraiment, c'est complètement différent. C'est d'apporter quelque chose de unique, une façon de faire différente, mais auprès d'une clientèle très, très, très nichée dans la région de Montréal, par exemple. Par exemple, là, les gens n'osent pas mettre d'eux-mêmes
dans la vision de l'entreprise. Souvent, les entrepreneurs vont, je sais pas, là, je vais y aller, bon, ma créativité est peut-être un peu moindre à ce moment-ci, mais mettons, je vais avec, j'ai envie d'être, mettons, une coach qui veut être conférencière internationale. Tu sais, ça, c'est vraiment très général, là. Mhm. Mais quand tu questionnes, OK, pourquoi? Puis c'est quoi le message que tu veux porter? Puis auprès de quelle clientèle? Dans quel but? Qu'est-ce que tu risques de regretter de ne pas avoir fait? Puis là, tu questionnes de tout bord, de côté, puis tu te rends compte que finalement, c'est pas des conférences qu'elle veut vraiment faire. Ouais. Elle veut être plus en proximité, voir et faire vivre une transformation globale, mais tu ne peux pas nécessairement faire ça en conférence. En conférence, tu passes un message, tu crées un éveil. Mhm. Tu ne vas pas au bout d'une transformation dans une conférence. Donc, il faut oser poser des questions pour aller clarifier. Finalement, tes conférences, c'est peut-être plus des événements que tu veux faire sur quelques jours pour vivre une transformation. OK, parfait. Et là, est-ce qu'on s'en va mondial? Ah oui, oui, international, international, parfait. Fait que ça veut dire que dans ton modèle d'affaires, il va Mhm. arriver ça, puis tu vas avoir besoin de ça, puis ça veut dire de mettre ça en place, puis tu vas avoir besoin d'une équipe pour ci, puis une équipe pour ça, puis là, la personne fait « Ah non, moi non, j'ai besoin d'un système simple. » OK, mais un système simple pour faire des événements à travers le monde, Il y a incohérent. simple, Non, hein? mais il faut assumer que, tu sais, bon, bref, c'est un cheminement qui est très, comment je pourrais dire ça? Assumer ses réelles aspirations, c'est quelque chose qu'il faut évidemment travailler, regarder d'un bord et de l'autre. Tu sais, Vicky, je suis convaincue qu'une des facettes de ce que tu veux apporter, c'est vraiment le sentiment de liberté chez la femme. Tu sais, Mhm. je ne sais pas dans tes mots à toi si je te demande c'est quoi ta vision à toi, en quoi tu veux contribuer. Mais 100%, là, moi, mon entreprise, ça s'appelle Libertas. Faut pas rien. Exact. Fait que comment tu la nommes, ta vision? C'est vraiment ça. C'est le slogan, c'était liberté d'être. Super, parfait. Fait que liberté d'être, parce que tu aspires à ce que les gens puissent atteindre cette liberté Oui. d'être-là. Maintenant, comment ça va se faire? Auprès de qui? Parce que c'est un choix que tu as à faire. Ça, c'est libertaire si tu dis je veux apporter plus de liberté d'être dans le domaine des éducatrices, dans le domaine de l'éducation, plus de liberté d'être auprès des entrepreneurs. Oups, on est déjà dans un bassin différent. Plus Mhm. de liberté d'être auprès des mamans, plus Mhm. de liberté d'être auprès des femmes, plus de liberté d'être auprès des êtres humains en général qui travaillent en politique. Là, je dis n'importe quoi. Non, Mhm. mais ça va changer ton modèle d'affaires. Oui. Ça va changer tes décisions. Ça va changer où est-ce que tu t'affiches puis comment tu le fais. Ça va changer ton quotidien. Donc, c'est ça ce que je veux dire, un des freins principaux parce que beaucoup d'entrepreneurs qui ont osé nommer une certaine vision, qui Mhm. travaillent en fonction de cette vision-là, qui n'est pas tout à fait la bonne, vont se rapprocher de cette vision-là et vont perdre de l'enthousiasme. Ils vont perdre de l'énergie, puis ils vont perdre la motivation, puis ils vont faire coudonc. Pourtant, je me rapproche de mon but, Ouais. mais ce n'était pas le but connecté viscéralement avec ce qu'ils voulaient vraiment, auquel ils aspiraient vraiment. Donc, Mhm. c'est un travail à faire en amont, absolument, absolument, de prendre le temps de bien définir ce qui est viscéralement la véritable contribution à laquelle tu veux, Ouais. à laquelle tu aspires en affaires. 100%. Puis je pense que c'est une discussion que j'avais justement avec une autre entrepreneur qui me disait, je sais pas, en fait, c'est de ne pas savoir ce que tu ne sais pas. Tu peux pas savoir ce que tu sais pas. Donc, juste te poser les questions, te poser les bonnes questions quand tu ne connais même pas ce genre de questions-là, Ouais. c'est difficile. Poser les bonnes questions sur, que ce soit dans, exemple, tu dois, tu as un local à louer. Tu sais, mais tu sais que tu dois avoir un local, mais de pas savoir quoi poser comme question sur le local que tu veux louer, même si tu connais l'emplacement, les petits détails, tout ça, ce manque de, ben, c'est un manque de connaissances, en fait, Oui. sur différents domaines. Je pense que là, ça, c'est quelque chose que chaque entrepreneur va avoir besoin d'aller développer. Puis j'ai envie de dire que c'est un peu comme, en fait, c'est un généraliste de tellement de choses. Oui, ben c'est Nicolas Duvernois qui disait que l'entrepreneuriat, en fait, lui, il se nommait comme un expert généraliste. Ouais. C'est ce qu'il a fait parce qu'à un moment donné, on lui avait demandé de quoi tu as eu besoin pour amener tes entreprises là où tu as eu besoin. Il a dit c'était de m'entourer de spécialistes. Puis moi, il dit j'étais l'expert généraliste
des spécialistes. Ça fait tellement de sens. Mais Ouais. oui. Quand on est travailleur autonome ou qu'on a une entreprise de moins de 5 employés, par exemple, on est l'expert de tout et on est le généraliste aussi au-dessus de ça. Donc Mhm. ça, c'est un volet aussi qui est très exigeant en entrepreneuriat, c'est qu'à un moment donné, on n'est pas toujours rendu à pouvoir avoir une équipe complète autour de soi. Donc ça, Ouais. c'est un autre gros sujet, effectivement. Mais les questions, quand on ne sait pas lesquelles se poser, ça revient à dire l'importance d'être entouré de quelqu'un qui a marché le chemin, qui peut poser les bonnes questions. Puis c'est un peu ce que j'ai voulu faire avec le backstage d'entrepreneuriat, puis dans le guide pratique, c'est ça aussi. Il y a un chapitre complet sur les bonnes questions à se poser. C'est un repère, justement, pour dire, ben j'ai jamais vécu ça, je pense que j'ai besoin de ça, qu'est-ce que je fais à partir de maintenant? Ben là, à ce moment-là, c'est un peu l'idée du guide, c'est que ça donne les bonnes questions à se poser, là. Donc, que ce soit par un ouvrage comme un guide pratique, par aller chercher quelqu'un qui a marché le terrain dans notre industrie, ou un coach, un stratège, un mentor, etc., mais d'avoir des gens qui sont là pour nous aider à se poser les bonnes questions. C'est Mhm. important. Vraiment, c'est tellement important. Puis dis-moi donc, où est-ce qu'on peut te retrouver? Oui. On peut me retrouver sur lebackstage.ca. Donc, le livre a son propre site Internet avec les outils gratuits. Il y a un document de travail aussi pour ceux qui veulent vraiment entamer un processus dans peu importe le chapitre qui vous interpelle particulièrement. Il y a un outil de travail aussi qui est là, qui est gratuit sur lebackstage.ca et les contacts aussi pour me rejoindre. Catherine Robillard, sinon sur tous les autres réseaux, Bras droit stratégique aussi. Super. Puis ton livre est disponible aussi sur ton site Internet, sur Oui, Amazon? sur Amazon, sur leslibraires.ca aussi. Et en tout temps, si vous avez envie, vous pouvez encourager leslibraires.ca, mais si vous voulez encourager la librairie près de chez vous, vous pouvez faire la demande pour avoir mon livre à ce moment-là aussi. Super. Merci tellement de tes pépites d'or, de cette conversation-là. Je sais que ça va énormément servir à beaucoup d'entrepreneurs en ce moment. Je pense que on a apporté beaucoup de points, t'as apporté beaucoup de points sur le fait de normaliser les défis, les enjeux, démystifier c'est quoi l'entrepreneuriat, c'est quoi l'entrepreneur aussi, c'est par quelles sont les étapes que tu vas passer simplement. Comment te faire une idée, tu sais, moi j'ai vraiment adoré le point où est-ce que tu as mentionné, ben, tu sais, genre, fais off de toute abstraction que tu entends. Écoute-toi où est-ce que tu vas aller, puis développer ta propre stratégie pour mener justement cette vision-là, concrétiser cette vision-là, puis même si ça change, c'est correct aussi. Donc, merci de ton temps, puis d'avoir vraiment apporté cette douceur-là, cet apaisement-là, je trouve, dans ce parcours qui est l'entrepreneuriat. Merci Ah, beaucoup. ben, merci à toi d'avoir mis un petit peu plus de lumière sur ce qui se passe en arrière du rideau de la scène entrepreneuriale. Vraiment, puis je pense que tu fais les choses pour la bonne raison. Ta ligne directrice, elle est claire, puis c'est très aidant et très nécessaire. Donc, merci à toi d'être une entrepreneur. Non, merci à toi. Toutes les informations de Catherine vont se retrouver dans la légende du podcast. Donc, allez découvrir qui est Catherine, les réseaux sociaux, site Internet, puis évidemment, ben, prenez le temps de lire le backstage de l'entrepreneuriat. Merci beaucoup.